Bonjour à tous, bonsoir plutôt, bonsoir à tous et à toutes. Alors, on est ravis tous les quatre de vous accueillir sur ce webinaire. Bonjour Mathilde, bonsoir. C'est un webinaire donc qui va allier à la fois WooClap et Geniali. Et puis on a deux invités, Jérôme et Adeline, qui vont se présenter juste après. L'objectif du webinaire, ça va être donc d'aborder différents sujets sur les apprenants, comment transformer des apprenants qui sont passifs en apprenants actifs. On a vu, vous le savez, que les recherches en neurosciences ont montré l'importance de l'apprentissage actif pour vraiment mémoriser et réussir une formation. Et donc, on va essayer de voir ensemble quels changements ça va impliquer dans le format des formations, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place concrètement pour réussir une action de formation, ce genre de choses. Donc, je ne vous dis pas tout de suite, évidemment, et c'est Océane qui se chargera ensuite de vous faire un petit peu le résumé du programme qui nous attend. Je vais peut-être commencer par... on va commencer par se présenter en attendant que tout le monde arrive, comme ça, on ne perd pas de temps. Je vois que vous êtes déjà nombreux, donc c'est super. Donc, la Dream Team, effectivement, on est tous les quatre. Donc, je me présente et puis après, je te laisse la main, Adeline, peut-être après Jérôme et puis Océane. Comme ça, on enchaîne. Donc, je suis Victoire. Je travaille pour WooClap. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas WooClap, c'est une application en ligne qui va permettre de mieux engager ses apprenants et de mieux mesurer leur compréhension via des questions interactives. On va donc pouvoir intégrer ces questions dans des outils de présentation comme Geniali au hasard, mais aussi d'autres outils comme PowerPoint pour vraiment construire quelque chose de très actif. Voilà, ça fait 2 ans que je travaille dans cette entreprise et je suis donc ravie d'être ici parmi vous pour parler formation aujourd'hui. Et donc, je te passe la parole, Adeline, pour te présenter. Bonjour à tous, donc Adeline Janella, directrice générale de Captivant RH, donc une agence de conseil et de solutions RH. Donc, on intervient sur différents services, dont notamment la création de contenu e-learning à destination de clients, nos clients qui sont soit des entreprises, soit des organismes de formation. Je passe la main à Jérôme, du coup. Oui, merci Adeline. Donc, bonsoir, Jérôme Boquet, dirigeant d'Ecos Concept que j'ai fondé il y a très très longtemps. Donc, j'interviens dans le monde de la formation et sur l'animation de formation, la conception de formation, l'accompagnement de formateurs, la gamification pédagogique, etc., etc. Et donc, merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Océane, country manager des pays francophones chez Geniali. Donc, Geniali, c'est un outil en ligne qui permet de créer des contenus interactifs et animés. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir co-présenter et animer ce webinaire en compagnie de Victoire. Je pense qu'on peut passer à la présentation du menu, on va dire. Alors, dans un premier temps, donc, nous allons parler de l'évolution de la formation. Ensuite, nous verrons les stratégies et les bonnes pratiques. Nous passerons par la suite aux outils et aux applications. Et ensuite, nous verrons l'intégration de WooClap dans Geniali. Comment ces deux outils peuvent parfaitement se combiner. On peut commencer tout d'abord avec une question un petit peu ouverte. Donc, tout le monde peut participer. Victor, je te laisse peut-être si tu veux présenter un petit peu comment marche WooClap directement. Tout à fait. Alors, je t'invite peut-être à cliquer sur le petit i en bas, justement, pour que tout le monde puisse se connecter. Et donc, effectivement, on ne ferait pas un webinaire ou un webinar, comme on dit chez nous, sans question WooClap. Donc, voici la première. Vous serez invité probablement à en refaire d'autres. Donc, je vous invite à rester connectés. Et pour vous connecter à cette première question, il suffit donc de scanner le QR code qui est juste ici, donc affiché sur votre écran. Vous pouvez le scanner avec votre smartphone. Ou vous pouvez également cliquer sur le lien que Charlotte, justement d'ailleurs qu'on n'a pas présenté, mais qui travaille aussi à nos côtés dans le chat, vient de vous envoyer. Donc, ça va vous permettre voilà, tout simplement de répondre aux différentes questions auxquelles on va vous poser au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, peut-être que tu peux réafficher la question pour que les premières personnes puissent répondre. En un mot, quel est selon vous le plus grand challenge de la formation actuellement ? Donc, je vois en bas que vous êtes déjà 10 personnes connectées. Donc, n'hésitez pas à prendre déjà un peu la parole. Ça va se construire tout doucement.
Donc, tu peux peut-être afficher le nuage de mots. Ouais, tu peux. Hop, parfait. Et on va voir s'il y a des réponses qui apparaissent. Ouais, reclique sur le nuage. Parfait. Merci beaucoup. Alors, effectivement, déjà pas mal d'inspiration, forcément, on est là pour une bonne raison, vous savez bien de quoi on va parler. Donc, l'interactivité, les étudiants, les étudiantes, merci pour cette inclusivité, adaptation, revenir en présentiel. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent particulièrement, Adeline, Jérôme, sur lesquelles vous voulez rebondir en attendant? Transfert, ouais. Parce que l'important, ce n'est pas ce qu'on fait en formation, c'est ce qui transfère. Ok, transfert. Moi, ça serait interactivité, effectivement, dans l'idée de toujours proposer des contenus de plus en plus interactifs et avec de plus en plus cette volonté d'engager l'apprenant dans son parcours. Tout à fait. Effectivement, on voit que... Ouais, vas-y, allez-y. J'aime bien celui, il y en a un qui est apparu cours intéressant. Ah oui, ça c'est important, ça. Cours, formation, module, vidéo intéressante, ça c'est super important, ça. C'est clair, c'est susciter l'intérêt de l'apprenant tout au long du module de formation, que ce soit en présentiel, en distanciel, que ce soit en synchrone ou en asynchrone. Et ça nécessite d'avoir effectivement pas mal de connaissances des outils numériques, mais aussi des pratiques pédagogiques très diverses et variées qu'on a aujourd'hui. Ok, je pense qu'on a déjà pas mal de choses. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va garder ce nuage de mots précieusement et on va pouvoir donc passer à la suite et donc à notre première partie. Qui porte donc, merci Victoire, sur l'évolution de la formation. Alors, on va pouvoir commencer avec les premières questions, si nos chers invités sont prêts à y répondre. Alors, première question, on peut se demander à quel moment s'est-on rendu compte de la nécessité d'un changement au sein du modèle traditionnel de formation, selon vous? Alors, je vais commencer par répondre. Alors, déjà, je veux revenir sur un point. Le modèle traditionnel de formation, ce n'est pas uniquement un modèle passif. Hein. Des formations avec des apprenants actifs, ça fait longtemps que ça existe. Et on peut être passif en salle comme à distance. Et d'ailleurs, une présentation d'informations, une conférence descendante, ce n'est pas forcément une formation. Hein. Et d'ailleurs, au début, quand la Covid-19 est tombée sur tout le monde, le grand modèle qui a été repris, c'était le modèle des MOOC. Alors, il y a des MOOC très, très bien, mais les successions de vidéos avec peu d'interactivité, peu d'échanges et peu de partage, ça fait beaucoup de décrochage. Mais il y a un élément que j'ai remarqué, c'est que le moment où beaucoup de choses sont devenues distancielles a été aussi un moment formidable pour le présentiel parce que beaucoup de nos clients se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas terribles en salle et qui devenaient horribles à distance. Donc, ça a été bénéfique et pour le synchrone, et pour l'asynchrone, et pour le présentiel, et pour le distanciel. Donc, on peut dire que c'est une bonne mauvaise nouvelle ou une mauvaise bonne nouvelle. Adeline? Oui, alors du coup, pour ma part, effectivement, moi je dirais que le changement s'est surtout opéré effectivement quand on est passé dans les grandes entreprises, dans les entreprises de manière générale, à une obligation de prouver conforme. Donc on a été obligé de se réinventer, de mobiliser d'autres modalités d'apprentissage qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est des nouveaux métiers qui ont été intégrés dans ces grandes entreprises, des nouvelles manières de former ces collaborateurs qui ont été intégrés. Et dans les plus petites structures, je dirais qu'effectivement, depuis la crise sanitaire, les petites structures ont dû effectivement s'adapter à ces nouvelles modalités d'apprentissage, les intégrer dans leur pratique pour poursuivre le développement des compétences des collaborateurs. Et on l'a vu, là où avant le digital faisait peur, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux perçu par les salariés, par les personnes qui doivent se former à distance de manière très large et par les entreprises de manière générale. Donc, effectivement, voilà, pour moi, je dirais que ça s'est passé à ces deux niveaux-là. Effectivement, on peut éventuellement pointer du doigt un moment où les changements ont pu être un peu plus présents, mais ils ne sont pas du tout terminés. On est encore en plein dedans et
quotidiennement, en fait, je rencontre notamment des organisations qui sont hyper avancées ou d'autres qui commencent tout juste à découvrir ce que c'est que le Learning Management System, etc. Donc, on est assez inégaux encore par rapport à ça. Et donc, selon vous, d'après un peu votre expérience à vous, comment s'est faite justement cette transition? Quels changements ça a impliqué, etc. Alors, pour moi, déjà, il a fallu effectivement accompagner le changement. Ça, c'est déjà une première chose. Il a fallu également intégrer le fait d'analyser son niveau de maturité aussi d'un point de vue digital, si on intègre effectivement des solutions digitales. Donc ça, c'est vraiment des vrais enjeux pour les entreprises. On ne sait pas forcément comment s'y prendre, on ne sait pas forcément qui le gère. Donc ça, c'est une première chose. Après, d'un point de vue apprenant, donc le rôle de l'apprenant a évolué également. Aujourd'hui, il est beaucoup plus acteur de sa formation. On lui permet de se former avec plus de flexibilité, avec plus d'autonomie. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. D'où l'importance de travailler l'expérience de l'apprenant dans le parcours. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt sur des contenus. Alors, je parle là pour le coup plutôt de parcours e-learning. On est sur des contenus relativement courts, avec des contenus très opérationnels, axés justement sur un savoir à reproduire assez rapidement sur poste de travail. Donc voilà, c'est tous ces changements qui ont dû s'opérer. Et on est aussi dans une logique où il a fallu marketer aussi ces nouvelles modalités d'apprentissage qu'on a intégrées dans les entreprises. On est dans une logique de séduire. Et donc ça passe effectivement sur la communication qui est importante dans ces projets de parcours multimodaux, mais également dans les parcours d'apprentissage. Alors, moi, je rejoins parfaitement, enfin entièrement ce que dit Adeline. Ce que je compléterais, c'est que le grand changement, c'est de se centrer sur l'apprenant et pas sur les contenus disponibles ou sur les tuyaux. Hein. On est bien sur la formation, c'est le rendre plus capable d'eux. Et c'est vrai que on a eu à un moment donné, c'était beaucoup les tuyaux, les moyens, les éléments, mais on va plutôt être sur comment articuler un ensemble distanciel, présentiel, synchrone, asynchrone, individuel et collectif pour que l'apprenant progresse, avance. Alors, il y a un deuxième point qui apparaît énormément, c'est le fait que, oui, le rôle du formateur, de la formatrice, du concepteur, de la conceptrice, c'est important, mais il y a aussi, il faut que l'apprenant, il apprenne. Il faut que l'apprenant, il se prenne en main, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait du temps pour ça, c'est-à-dire qu'il soit accompagné, donc il y a aussi le manager, il y a l'organisation, enfin, on ne peut plus simplement dire la personne en la met en formation, donc ça y est, elle est devenue compétente. Hein. Non, on fait partie d'un ensemble et c'est quelque chose qui se faisait déjà avant, mais qui maintenant est devenu beaucoup plus pratiqué par des organisations et par les équipes. Super, merci. Donc, pour vous, suite à cette évolution de la formation et à cette nécessité d'accompagner un petit peu plus l'apprenant, de l'encourager également dans son processus d'apprentissage, quel serait le modèle de formation idéal? Alors, la particularité, c'est que moi, je dirige un organisme de formation dont pendant longtemps, l'activité principale, c'était le présentiel. Hein. Et puis, progressivement, on a rajouté des classes virtuelles, des accompagnements individuels. Mais j'ai une autre activité, c'est que je collabore depuis des années avec Youno, hein, qui est un des acteurs majeurs de la formation digitale sur 4 sujets, dont, par exemple, formation de formateurs. Hein. Et donc, j'accompagne beaucoup de formateurs et de formatrices actuellement dans leur montée en compétences. Et on va dire qu'il n'y a pas un modèle idéal, mais il y a des modèles. Si par exemple l'objectif c'est que les apprenants connaissent et s'approprient un sujet, un contenu, une évolution législative, si l'objectif c'est qu'ils sachent, on peut dire que une vidéo avec un quiz, ça peut être suffisant. Mais si l'objectif c'est d'accompagner un changement de pratique, d'habitude, on va faire plein de choses, hein, du blended. C'est ce que je disais tout à l'heure, individuel et collectif, salle distance, synchrone, asynchrone, classe inversée, enfin un ensemble d'éléments. Et donc, il faut partir du besoin, de ce dont les apprenants ont besoin et ce dont ils sont capables, et puis de mettre en face quelque chose qui sera adapté. Totalement. Alors, moi, je rejoins totalement la vision de Jérôme. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les entreprises donc, sur la conception de contenu e-learning.
Et alors, moi, je suis qu'un maillon, on va dire, de leur parcours de formation, puisqu'effectivement, les entreprises ont souvent cette vision et cette volonté, et c'est aussi mon rôle de les pousser à ça, parce que aujourd'hui, un contenu 100% à distance, c'est pas forcément efficace. Il faut effectivement rajouter d'autres modalités. Donc, ce qui se pratique dans les entreprises, c'est souvent effectivement un contenu e-learning qui va souvent être un préambule d'eux. Ensuite, on va souvent enchaîner avec une formation en salle avec un prestataire externe, donc un organisme de formation. Et souvent, après, pour les structures qui sont développées dans de la formation interne, et il y en a de plus en plus, on va intégrer ensuite des mises en pratique sur le terrain qui vont justement valider les compétences de ces deux premiers blocs qui sont intervenus en amont. D'accord, merci pour ça. Alors, juste pour récapituler un tout petit peu ce qu'on vient de voir, c'est donc qu'effectivement aujourd'hui, on a envie de se recentrer sur l'apprenant dans le monde de la formation et qu'en se recentrant, on constate qu'il n'y a pas une seule formation idéale puisqu'en fait, le besoin des apprenants dépend évidemment de chaque apprenant et de chaque organisation. Et en général, en tout cas, ce que tu observes, toi, Adeline, du côté de tes entreprises, des entreprises que tu accompagnes, c'est qu'il y a quand même une volonté d'avoir des modalités assez variées dans les formations qu'on propose. Totalement. Donc, super clair pour ça. Merci beaucoup. J'en profite juste pour vous dire à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions donc, dans le chat. On va pouvoir justement s'interrompre de temps en temps sur ces explications pour y répondre s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Donc, n'hésitez pas. Et donc, la prochaine question qu'on avait justement, c'était un petit peu, puisqu'on a décidé de se recentrer sur les apprenants, quelles sont déjà leurs attentes en fait? Est-ce que vous avez déjà l'un et l'autre eu l'occasion d'échanger avec eux, d'avoir des retours et qu'est-ce qui ressort un petit peu de ces échanges? Donc, effectivement, les retours des apprenants, d'ailleurs, c'est le plus important puisque c'est eux qui jouent le contenu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'expérience qui vont vivre à travers les différentes modalités d'apprentissage est vraiment indispensable. Donc, effectivement, toutes les structures ne vont pas forcément attendre la même chose en fonction des postes, en fonction des types de formations dispensées. Cependant, ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, les apprenants ont besoin d'avoir un contenu simple d'accès, efficace, avec des activités diversifiées. Je disais tout à l'heure dans le chat qu'effectivement, le formateur ou la personne qui sera référente dans un parcours de formation à distance va devoir vraiment avoir un rôle de facilitateur. On va vraiment être là pour aider l'apprenant à vivre son expérience de formation de la meilleure des manières pour qu'il puisse ressortir en fait vraiment le meilleur de cette formation et qu'il puisse développer ses compétences. Donc, le rôle d'accompagner et de guider l'apprenant est effectivement très important dans ces nouvelles pratiques. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, diversifier les approches. Donc, il y a des contenus qu'il va pouvoir gérer en autonomie et il y a d'autres contenus qui nécessiteront effectivement un échange avec un formateur ou un expert métier. Et le fait de mixer tout cela va leur permettre vraiment de développer leurs compétences du mieux possible. Alors, si je complète par rapport aux centaines, aux milliers d'apprenants que j'ai eu entre les mains, ou que mes collaborateurs ont eu entre les mains, je suis d'accord avec tout ça et je compléterai par le fait qu'il y a une évolution. Il y a quelques années, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas forcément connaître, il y avait beaucoup de gens qui allaient en formation, on va dire, un peu comme en repos. Sauf que maintenant, comme tout s'est accéléré, pendant que je suis en formation, il y a des mails qui arrivent, il y a du travail qui arrive, et donc on a maintenant de plus en plus, et c'est très bien, d'apprenants qui veulent que la formation apporte des bénéfices, des résultats, ça leur serve. Le deuxième point, c'est qu'ils veulent de plus en plus, et c'est très bien, qu'on les aide qu'on les accompagne dans la mise en œuvre et dans l'adaptation à leur situation. Voilà, ça c'est un modèle maintenant. Et moi, comment je fais dans ma situation avec mes interlocuteurs, etc. Et puis, il y a un troisième point qui est lié à l'ensemble des éléments, ce qu'on appelle l'infobésité. Maintenant, si on tape sur Internet un mot-clé, on a 50 000 infos. Et moi, j'ai beaucoup de participants qui me disent « Aidez-moi à faire le tri dans toutes les informations disponibles. » C'est-à-dire, et c'est pas tant tout ce qu'on pourrait leur donner que ce qui est vraiment utile dans leur situation. Parce que les gens, en général, ils savent, ils ont lu.
mais on va les aider à dire ça c'est très bien, mais ça c'est plus adapté. Ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire. C'est pas le savoir. Le savoir est important, mais l'important, effectivement, hein, c'est à quoi ça va vous servir, comment ça va vous servir. Très bien, merci à vous deux. Je crois que cette première partie était très intéressante. On a pu voir un petit peu l'évolution de la formation au cours des dernières années. Donc, c'est vrai, comme avait commencé à le dire Jérôme, on est passé d'un modèle assez statique, descendant, où le formateur transmettait les informations aux apprenants sans réel échange, sans réelle interaction, à quelque chose, notamment en partie dû au Covid, qui est devenu beaucoup plus vivant. On cherche vraiment à engager l'apprenant, à le faire participer. Et comme l'a rappelé Adeline, c'est vrai que maintenant, le rôle du formateur est beaucoup plus devenu un rôle de facilitateur. C'est-à-dire que le formateur est là pour accompagner et pour encourager l'apprenant dans son processus. Merci à vous deux. Je pense que Victoire, si c'est bon pour toi, on va pouvoir passer également à la partie 2, donc qui est rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, avec l'aspect stratégique et les bonnes pratiques que nos invités nous pourront partager. Avant tout cela, on va peut-être faire une nouvelle question. Victoire, si tu veux bien nous la présenter. Alors, ouais, avec plaisir. Donc, normalement, vous êtes encore connecté sur ce même événement, donc vous n'avez pas besoin de vous reconnecter. N'hésitez pas à réactualiser simplement votre smartphone, par exemple, si il s'est verrouillé. Et donc, la question qu'on va vous poser maintenant, c'est quelle notion de pédagogie appliquez-vous à la formation pour adultes ? Parce que, évidemment, tout ce qu'on vient de dire, en fait, ça sous-entend qu'effectivement, il y a des pratiques pédagogiques qui vont permettre justement d'inclure plus facilement les apprenants, et c'est des pratiques pédagogiques qu'on connaît peut-être un peu moins dans le monde de l'entreprise. On connaît beaucoup dans l'enseignement supérieur, évidemment, mais voilà, ça va peut-être aussi pouvoir être répliqué dans les organismes de formation. Et donc, c'est pour ça qu'on vous pose la question, donc, quelle notion de pédagogie appliquez-vous à la formation pour adultes ? Alors, je vois qu'il y a pas mal de mots qui arrivent. Je vois donc démonstration, interrogation, andragogie. Alors, personnellement, je ne connais pas, donc je ne sais pas si l'un de vous deux connaît, Jérôme ou Adeline. Ah, Jérôme, attention, ton micro est coupé. C'est la version adulte de la pédagogie. L'andragogie, c'est la pédagogie pour les adultes. Okay. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises, hein, parce que je vois qu'il y a des gens dans le groupe qui s'y connaissent aussi. Donc, il y a des experts, absolument. Il y a des experts aussi. Hein. Est-ce que tu peux peut-être mettre le nuage de mots aussi pour qu'on puisse avoir une vision des mots qui ressortent? Alors, merci Myriam. Constructivisme, effectivement. Intelligence collective, expérience, la répétition, l'espacement, l'accompagnement. Donc, c'est effectivement des mots qu'on a beaucoup vus dans l'enseignement supérieur, mais qui font apparition maintenant dans le monde de la formation pour adultes. Un commentaire, Jérôme, Adeline, Alors, juste, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Tous ces mots-là existaient depuis longtemps dans la formation pour adultes. La bonne formation pour adultes, je veux dire, la vraie. Oui. Et c'est plutôt l'enseignement supérieur qui a récupéré et formalisé. Donc, c'est un aller-retour. Mais oui, on est d'accord. Tout ça, c'est super intéressant. Peut-être que je suis biaisée. Hein, c'est complètement possible. Comme j'ai beaucoup travaillé avec l'enseignement supérieur, voilà. C'est un biais. Comme on dit, on voit les choses telles que l'on est. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Adeline, quelque chose aussi à ajouter peut-être? Non, mais effectivement, les mots me parlent. Je vois pas mal de notions de pratiques, d'exemples concrets. Effectivement, je pense que c'est le mot d'ordre. Hein. Tout à l'heure, Jérôme en parlait, mais aujourd'hui, on vise vraiment à avoir une compétence tout de suite opérationnelle. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens sur les stagiaires qu'on forme et sur les besoins des entreprises. C'est vraiment d'avoir des choses très axées métier. Très bien. Ben, je pense qu'on va s'arrêter pour le nuage de mots. Donc, je te redonne la main, Océane, pour la prochaine partie. On va vous présenter. Merci, Victoire. Alors, si on commence donc avec la première question. Donc, on a vu que la pédagogie active joue un rôle déterminant dans le processus d'apprentissage des apprenants. Pour vous, par quoi cela se traduit-il dans la pratique? Comment mettons-nous en place la pédagogie active au sein de nos formations, plus pratiquement? Alors, c'est une très bonne question parce que moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le monde de la formation et j'ai démarré tout petit en faisant des jeux pédagogiques, la pédagogie active.
Et j'ai souvent des clients, des formateurs qui me disent « les formations sont un peu descendantes, elles sont un peu ennuyeuses, il faudrait qu'on rende les apprenants plus actifs ». Mais la bonne question, c'est plus actif, ça veut dire quoi? Il y a encore beaucoup de gens qui croient que la pédagogie active, c'est je cours autour de la table, je me lance un ballon. Alors, c'est super, hein, ça peut réveiller, mais quand on parle de pédagogie active, l'idée, ça va être de rendre nos apprenants actifs là. Hein. Et donc, c'est pour ça, comme je suis un indécrottable formateur, je vais juste faire une petite séquence rapide sur quelques notions. Hein. Alors, vous pourrez aller plus loin, d'accord? Premier élément, on a les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Hein. Si vous n'avez pas lu son bouquin « Apprendre », allez-y, c'est super intéressant. Et quand moi, je l'ai lu, j'ai fait « bah oui, c'est ça hein. ». Et il note bien qu'il y a 4 piliers. On a l'attention. Il faut capter l'attention des apprenants par rapport au sujet. Et donc, si on leur met trop d'éléments, trop de jeux, trop de ludiques, ils ne savent pas quoi regarder. Et on ne capte pas de la même manière quelqu'un qui débute de quelqu'un d'expérimenté. Ensuite, il y a l'engagement actif. C'est-à-dire que si je suis passif, je ne vais pas forcément apprendre, mais trop engagé, si je suis engagé dans l'activité, je ne vais pas forcément apprendre. Donc, on va les engager. Ensuite, il y a le retour d'information. Hein. C'est en se testant qu'on va apprendre. Hein. Ce n'est pas simplement ce que l'on dit, c'est tester, pratiquer. Et donc, on doit travailler sur le fait que si on n'essaie pas, si on ne se trompe pas, on n'apprend pas. Et puis, le 4e point, c'est la consolidation. On va éviter le apport, quiz, apport, quiz. C'est-à-dire qu'on va faire des boucles, on va revenir dessus. Sinon, on va avoir le syndrome qu'on a quelquefois, c'est un truc que des élèves ont vu l'année d'avant. Ils disent ah monsieur, mais non, on ne l'a pas vu l'année dernière. C'est juste qu'ils l'ont oublié. Donc, ça, c'est super important. Donc, on a bien l'intention et l'engagement actif. Donc, aller plus loin sur le sujet, c'est vraiment super. Maintenant, il y a un deuxième point. C'est un point important. C'est quand on va regarder. Donc, est-ce que tu peux… voilà, j'ai détaillé sur quoi on va porter de l'engagement actif. Alors, vous avez un… Alors, voilà, l'engagement actif, ça va être important de se poser la question sur quoi j'engage mes apprenants. Hein. Par exemple, dans le dispositif, c'est le rôle de l'organisation de vendre le pourquoi la formation est utile. Ensuite, si on est sur les contenus ou si on est sur l'apprentissage, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si j'engage mes apprenants trop profondément sur, par exemple, l'outil qu'on va utiliser, ils vont passer à côté de l'apprentissage. Donc, par moment, on va faire un engagement plus léger, plus fort. Enfin, on va répartir pour éviter la surcharge cognitive. Et donc, un dernier point que je voulais aborder avec vous, mais parce qu'il faut vraiment aller vite, c'est un modèle que j'ai découvert grâce à André Tricot. Hein, André Tricot, c'est mon héros. Hein. Si vous devez lire des livres d'André, lisez des bouquins d'André Tricot, par exemple sur l'innovation pédagogique, je fais un peu de pub, et il présente dans ses vidéos le modèle ICAP, et vous avez David Velut, il me pardonne, hein, qui a fait un article super, dont vous aurez le lien, qui reprend le modèle ICAP. Et André Tricot précise, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 4 modes d'engagement. Alors oui, l'interactif, on échange avec d'autres personnes, c'est mieux que le constructif, c'est mieux que l'actif, c'est mieux que le passif. Mais si on passe la journée ou la modalité à faire que de l'interactif, ça épuise les ressources cognitives. Donc on va avoir des moments où on est passif, on regarde une vidéo, puis à un moment donné, on est actif, on s'arrête, on note ce qu'on a écrit, on note ce qu'on a vu, puis on est constructif. Tiens, ce que j'ai vu, en quoi ça peut m'être utile? Puis ensuite, on va partager. Et donc, c'est vraiment le fait de doser et d'avoir une variété d'activités qui va faire qu'à la fin du parcours, j'ai appris, j'ai échangé, j'ai partagé. Mais si on n'est que sur de l'interactif, que sur le travail en sous-groupe, on va vite perdre nos apprenants. Voilà, c'était ce que je voulais juste vous partager comme étant les grands modèles qu'on va avoir en tête. Totalement. Alors, nous, on travaille aussi beaucoup sur la variété des activités. Ça nous semble vraiment indispensable. Alors, nous, on a créé une approche un petit peu spécifique sur la création de nos contenus e-learning. Donc, on se base sur le modèle ProcessCom pour ceux qui connaissent. Donc, le modèle ProcessCom, c'est de dire qu'on communique et qu'on fonctionne tous de manière différente. Et quand on va apprendre, c'est pareil. On ne va pas avoir les mêmes attentes en fonction de la personne qu'on est. Je prends mon exemple personnel. Moi, quand je fais un parcours d'apprentissage, ce qui compte, c'est d'être la meilleure. C'est d'avoir le meilleur score possible. Donc, le quiz, je vais adorer. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont peut-être privilégier et qui vont se sentir plus à l'aise dans du contenu interactif.
Donc, notre idée, quand on va concevoir un contenu e-learning, donc ça, c'est vraiment la mission de nos ingénieurs pédagogiques, ça va être de mixer les approches. Donc, dans nos contenus, on va avoir des contenus interactifs sonorisés, de la vidéo, du motion design, des fiches de synthèse, du quiz. Et après, effectivement, notre rôle, puisque notre mission s'arrête à la conception de contenu e-learning, ça va être d'être force de proposition pour les structures pour poursuivre l'apprentissage sur le terrain. Merci pour ces informations complémentaires un peu pratiques et aussi plus générales sur les neurosciences qui sont très importantes, effectivement. J'entends un peu dans ce que vous dites la notion de jeu. Est-ce qu'on pourrait dire, avec une certaine nuance, est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'apprendre en jouant, c'est un principe qui s'applique aussi pour les adultes? Qu'est-ce que vous pensez de cette notion-là de jeu dans la formation? Oui et non. Alors oui, le jeu est un super moyen pour apprendre, mais on va différencier le jeu sur la durée et ses effets et le fait d'insérer un jeu ou des principes du jeu, des activités ludiques dans une séquence plus courte. Il ne suffit pas de jouer pour apprendre, mais c'est grâce au jeu qu'on peut éventuellement pratiquer, échanger ou partager. Quand j'ai démarré, je conseillais aux formateurs et à mes clients de rajouter du jeu. Maintenant, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire, quelquefois, je leur dis, mais enlevez ces jeux-là, on n'est pas là, on n'est pas sur un jeu télévisé. Donc, oui, on va se servir du jeu, mais avec modération. S'il y en a que ça intéresse, j'ai réalisé dans le cadre d'un podcast qui s'appelle Never Stop Learning un épisode sur la gamification pédagogique. Vous verrez, je rentre beaucoup plus dans le détail, mais oui, c'est super. Mais le jeu est un moyen, c'est pas la finalité, si je veux dire ça simplement. Je partage totalement le jeu, effectivement. Pour moi, c'est à utiliser à petite dose. Par contre, moi, je préfère privilégier dans des parcours multimodaux plutôt la notion de challenge. C'est-à-dire que, par exemple, sur des contenus e-learning que je vais pusher moi en tant que responsable formation à mes équipes, c'est peut-être de les challenger sur le service qui aura le meilleur résultat au quiz. Voilà. Moi, je préfère plutôt me fondre le jeu, mais d'un point de vue plutôt global, plutôt que dans un module particulier. Ok, super, merci pour ces éléments de réponse. Donc, on a vu on peut dire du jeu un petit peu, mais pas trop. Et surtout de la variété. Je pense que la variété, c'est peut-être le mot qui revient le plus souvent depuis le début de notre webinaire. Et c'est vrai que la combinaison de plusieurs actions, c'est ce qui rend peut-être la formation la plus intéressante et la plus efficace. Si on passe à la question suivante, donc pour vous, quels sont les facteurs de réussite d'une action de formation? Quels sont les ingrédients à réunir? Alors, il y a deux choses. On va différencier l'engagement dans le développement et l'actualisation des compétences. Et ça, c'est la finalité. C'est ce qu'on va travailler tout au long du parcours avec un alternance, etc. Et on va se dire après, dans le scénario pédagogique, dans l'articulation, comment je vais amener l'engagement dans le contenu, dans l'activité, dans les échanges. Et là, on est sur le moyen. Et à chaque fois de se dire par rapport à l'objectif attendu qui est l'actualisation des compétences, le développement des compétences, etc., qu'est-ce qui va être utile, utilisable et utilisé après la formation. Et donc, ça permettra d'être en même temps à la fin du parcours, les apprenants, ils disent c'était bien, c'était varié, c'était sympa, c'était 3 petits points. On va dire qu'on est sur la réaction, mais qu'il y a de l'apprentissage, qu'il y a du transfert, qu'il y a de la consolidation et du plan d'action. C'est ça qui va être important. Oui, donc moi je rejoins effectivement la diversité, la capacité à mettre en application directement en fait ce que j'ai appris sur mon poste de travail. Donc ça c'est super important de pouvoir mesurer en fait le résultat pour l'entreprise et pour moi en tant qu'individu sur mon poste de travail. Après il y a un autre facteur qui est toujours important, mais ça l'a toujours été à mon sens. C'est l'implication des managers dans la formation. Voilà. Si j'ai un manager qui est là, qui est présent, qui me donne envie d'aller à ma formation, je vais beaucoup mieux la vivre et la percevoir que si j'ai un manager qui est contre la formation. Et puis après, effectivement, pour moi, c'est aussi la transparence et la communication. Donc ça, c'est des choses qui sont, à mon sens, de plus en plus
importante et c'est également générationnel. On le voit, hein, les nouvelles générations sont vraiment dans de la com qui est très transverse. Ils ont besoin vraiment d'avoir des retours sur des choses qui ont été faites et c'est super important. Merci, oui, je te rejoins, Adeline, juste sur l'exemple effectivement du manager qui permet d'apprécier, parce qu'en fait, c'est aussi le manager, et je le vois à titre personnel, hein, qui va donner le contexte et le pourquoi de cette formation. Donc complètement d'accord là-dessus, puisqu'on est tous aussi formés au quotidien, évidemment. Juste pour finir, j'avais une question, Jérôme, parce que tu as donné une référence. Est-ce que tu peux préciser le livre exactement de Stanislas Dehaene? Apprendre. Point d'exclamation. Apprendre. Alors, maintenant, il est traduit dans plein de langues. Enfin, il y a une partie sur les neurosciences qui est vraiment, puis une partie sur la pédagogie qui est brillante. Ok, parfait. Merci pour ça. Et de mon côté, j'ai aussi partagé ton podcast que j'ai trouvé rapidement sur Internet quand tu as parlé. Donc, j'espère que ça sera écouté. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine partie de ce webinaire. Merci pour tous ces éléments de réponse. On a déjà beaucoup de choses. Et là, on va se concentrer un petit peu plus sur les outils et les applications que vous utilisez au quotidien. Donc, on se rapproche un petit peu de WooClap et Genially aussi, hein, forcément, qui vont peut-être vous aider, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Donc, l'objectif, c'est que vous partagiez tout, hein, que ce ne soit pas uniquement centré sur WooClap et Genially. Et donc, oui, c'est ça, on n'est pas non plus sur un slogan publicitaire. Donc, quels outils sont effectivement vos meilleurs alliés au moment de créer le contenu de formation et pourquoi vous les choisissez, comment vous les choisissez? Alors, pour ma part, donc, on utilise énormément Genially. Je marque un point auprès d'Océane. Donc, voilà. Donc, nous, on utilise effectivement énormément Genially parce que c'est très simple de prise en main. C'est un outil bon marché et qui permet effectivement de créer très rapidement de l'interactivité. Et je trouve que les développements qui sont faits sur cet outil sont très pertinents par rapport aux nouvelles attentes de la formation. Donc aujourd'hui, un exemple concret, hein, on va pouvoir par exemple mettre une infographie avec un chiffre clé et pourquoi pas rajouter sur cette petite bulle une sonorisation derrière. Donc c'est des choses assez sympas et très simples de prise en main. C'est-à-dire que je sois chargée de formation ou que je sois graphiste, j'y arrive, je m'en sors et c'est très bien. Donc ça, c'est un premier outil qu'on utilise. Ensuite, on utilise en complément Canva, un petit peu pour les mêmes fonctionnalités. Ensuite, on fait des motion design de base. Donc, pour le coup, on utilise Powtoon. Donc, l'idée dans tous les outils qu'on utilise, nous, c'était surtout d'avoir de la simplicité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, on puisse créer rapidement, mais que demain, mes clients qui voudraient internaliser leur propre création puissent aussi mobiliser assez facilement ces outils. Et puis après, pour les vidéos pédagogiques, on utilise Filmora, qui permet également de faire des choses simples, rapidement et efficacement. Alors, nous concernant, comme on est beaucoup sur du synchrone, qu'on soit en salle ou à distance, on a tendance à utiliser des outils plutôt simples, hein, parce que ce qui va être important, c'est, comme on est en synchrone, c'est que le formateur adapte en fonction du besoin des apprenants, en fonction de ce qui est apparu. Et quand on est sur des grands groupes, hein, quand on est à distance avec des grands groupes, on utilise WooClap. Et c'est un hasard. J'utilisais WooClap avant d'être contacté par WooClap et on l'utilise pour des conférences interactives parce que ça permet d'insérer dans un PowerPoint plein d'activités et de garder les éléments. Et puis, on s'en sert aussi, on se sert de Klaxoon. On sert beaucoup de Klaxoon pour tout ce qui est paperboard, pour tout ce qui est process, etc. Et c'est intéressant parce que, effectivement, moi, je rejoins ce que dit Adeline. On va travailler, enfin, quand on travaille avec des outils, c'est important. Soit on est avec des spécialistes qui ont leurs propres outils, soit alors c'est bien quand on est formateur d'avoir des outils faciles à prendre en main. Effectivement, Genially, Filmora, tout ça, c'est des outils qui permettent de faire des choses sympas, alors que les professionnels vont avoir des outils beaucoup plus perfectionnés. Un point important, hein, c'est quand on met en main auprès de formateurs des éléments qu'ils pourront utiliser. Enfin, quand c'est notre métier, on peut aller très loin. Quand c'est des formateurs occasionnels, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc il faut des choses très simples. Super, merci à vous deux pour ces réponses.
On va pouvoir passer à la question suivante. Quel format utilisez-vous pour créer et diffuser vos contenus de formation? Est-ce que vous utilisez un quelconque LMS? Alors, nous concernant, nous, on utilise, alors quand on veut créer du contenu, c'est WooClap, Klaxoon et la suite Office. Voilà, je connais Genially, mais j'ai pas eu besoin pour l'instant de m'en servir, mais je trouve ça très bien. Et puis alors, concernant les LMS, nous, EcosConcept, on n'a pas d'LMS. Notre partenaire Youno a sa propre plateforme. Et puis, nos partenaires dans le digital ou nos clients ont aussi leur propre plateforme. Donc, je vais laisser la main à Adeline. Alors nous, effectivement, pour le coup, on a une plateforme open source qu'on peut mettre d'ailleurs à disposition de nos clients qui est basée sur Moodle, tout simplement. Et l'idée d'avoir un open source, c'est tout simplement de pouvoir adapter, personnaliser la plateforme en fonction de nos volontés et des retours de nos clients. Parfait. Merci pour ces précisions sur les outils. Juste, il y avait une petite question. Donc, si vous avez, si ça vous évoque quelque chose, François nous demandait si vous aviez un mot sur les attentes de la génération Z. Donc, c'était plutôt relatif à la partie juste avant outils application. Est-ce que il y a des éléments de réponse qui vous viennent en tête avant qu'on passe à la dernière partie? Juste, c'est quel âge la génération Z? Parce que ça bouge tellement. Génération Z, je crois que ça commence à partir de 95 ou 96, quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, moi, je suis 26. 25 ans, oui, quelque chose comme ça. D'accord. Des petits jeunes, alors, bon, oui. Adeline, qu'en penses-tu? Je vais répondre après. Oui, alors sur tout ce qui est… Alors moi, je ne vais toujours pas reprendre le parti des contenus e-learning, puisque c'est celui que je maîtrise. On est à la recherche de plus en plus de contenus épurés, avec le moins d'infos possible et avec des messages vraiment très directs. C'est-à-dire que la théorie, ça passe beaucoup moins bien que pour les générations précédentes. On va être sur des choses très concrètes. Et je vais reparler de la variété, mais la variété, ça sera aussi un attendu de cette nouvelle génération. Alors, c'était pas mieux avant, mais on faisait semblant d'avoir écouté, d'avoir compris. Maintenant, les jeunes, ils le montrent plus rapidement. Mais moi, je vois mes participants, quand ça ne les intéresse pas, ils sont sur leur smartphone, donc jeunes ou pas jeunes. Alors, un des points importants, et c'est vraiment fondamental, c'est qu'on doit apprendre aux jeunes à regarder des modalités pédagogiques, des vidéos pédagogiques, que ça se regarde différemment d'une vidéo où il y a un chat qui tombe, où il y a quelqu'un qui… Regarder une vidéo en mode passif, en attendant le truc rigolo, c'est pas pédagogique. C'est intéressant parce que finalement, les gens qui sont habitués à regarder des vidéos apprennent beaucoup moins d'une vidéo que des gens qui ne sont pas habitués. Parce que des gens pas habitués, ils mettent sur pause, ils prennent des notes, ils s'arrêtent. Donc, il faut apprendre aux jeunes générations qu'il ne suffit pas d'avoir vu le tuto pour développer ses compétences. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut virer des formations en disant le jour où vous en aurez besoin, vous irez voir après. Après tout, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre. On a besoin de savoir où c'est. Absolument. Et je vois que d'ailleurs, Fabienne évoque la notion de vidéo interactive, qui est pas mal justement pour cet entre-deux où on va pouvoir faire un stop obligatoire sur la vidéo, répondre à des questions, etc. Moi, je parle sous contrôle de Fabienne, attention. Ok, je pense qu'on a terminé sur cette partie donc outils. On va passer maintenant à la présentation donc de l'intégration de WooClap et Genially. Je laisse pour ça Océane vous faire un petit peu cette démonstration. Merci Victoire. Alors on vous a préparé deux petites présentations, deux exemples de contenu, on va dire différents. Donc l'intérêt c'est vraiment de montrer en quoi deux outils, donc Genially et WooClap, peuvent se combiner et s'intégrer parfaitement. Alors, si on va commencer avec le premier, et pendant ce temps-là, on charge le deuxième. Donc, le premier exemple, c'est l'exemple d'une infographie. Donc, on est parti du point suivant. Pourquoi les infographies fonctionnent-elles si bien aujourd'hui? Hop, on va se rendre. Alors là, on met un petit message d'avertissement. Il y aura un quiz. Donc, on a vu l'importance de faire des pauses et de voir ce qu'on a retenu. Alors, nous, on est parti d'un modèle d'infographie qu'on a créé chez Genially et auquel on a ajouté donc des couches d'interactivité. Donc, cette image, à la base, était venue, cette infographie était venue avec plusieurs petites images qu'on va découvrir au final au fur et à mesure. Donc, pourquoi les infographies nous plaisent tant? On va voir les 10 clés de la neuroscience. Donc, ici, l'idée, on a fait quelque chose d'assez interactif. On a dit cliquez et découvrez l'information sous chaque GIF. Donc, pour faire apparaître un GIF,
On va cliquer ici et on a le GIF animé qui apparaît. Et ensuite, pour faire apparaître la réponse, on a une autre activité qui est le clic également. Donc, ça révèle la réponse en cliquant sur l'image. Donc, on voit que la réponse pour ce premier élément, c'était le format visuel. Donc, le format visuel, c'est quelque chose de très important et c'est ce qui permet également, c'est ce qui explique la réussite d'une infographie. Et comme l'a mentionné Adeline, donc avec Genially, ce qui est possible de faire, c'est d'ajouter en fait des couches d'interactivité sans surcharger la présentation de contenu. C'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose d'épuré. Et si on a besoin de plus d'informations, il suffit simplement d'aller la chercher. Comme là, par exemple, on voit le format visuel, 90% de l'information visuelle est transmise au cerveau. Il existe donc un lien entre notre cerveau et les images, etc. On peut continuer ainsi un peu plus. Et on va continuer avec ce système d'animation donc, qui s'appelle, donc c'est l'interactivité révélée au clic. Donc là, par exemple, on a une deuxième image qui arrive qui concerne le traitement de l'information. Et là, une nouvelle fois, si on veut plus d'informations, il suffit simplement de passer la souris dessus et on voit, par exemple, 50% de notre cerveau est impliqué dans le traitement des stimuli. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très visuel, c'est quelque chose d'interactif et qui permet en fait de superposer des couches d'informations sans avoir à surcharger la présentation. Donc, je vais passer un petit peu plus rapidement parce que je vois que le temps passe et qu'on aimerait encore continuer un petit peu plus avec le webinaire. Hop, on a la petite loupe pour le trafic Internet, l'image pour la mémorisation et enfin, les illustrations. Donc, c'est par exemple l'idée d'une infographie interactive. Et ensuite, c'est là où intervient également WooClap dans la présentation de Genially avec donc le quiz qu'on avait un petit peu spoilé auparavant. Et c'est maintenant où vous pouvez faire intervenir vos apprenants. Donc ça, c'est quelque chose que nous transmettrons. Donc vous aurez le quiz également par email. Hein. Il n'y aura pas de souci. Ce n'est pas à faire tout de suite. C'était juste pour vous montrer un petit peu donc l'intégration de WooClap dans Genially. Je ne sais pas, Victor, si à ce niveau-là, tu veux ajouter 2-3 éléments concernant WooClap dans Genially. Je pense que c'est assez clair. Effectivement, l'intérêt de WooClap ici, ça va être justement d'engager ensuite les apprenants qui ont déjà été donc vraiment engagés un petit peu puisqu'ils vont devoir cliquer à différents endroits grâce à Genially. Donc, je trouve que ça permet effectivement d'avoir ce côté épuré tout en ayant envie de cliquer à droite, à gauche, d'aller chercher les informations où elles sont et donc de s'interroger, d'émettre des hypothèses et donc de mieux mémoriser les notions. Et ensuite, on va même donc pouvoir effectivement poser des questions via WooClap qui est hyper facilement intégrable. Donc, si vous voulez le détail de comment ça fonctionne, on pourra vous envoyer les ressources. Et effectivement, ça va permettre deux choses. D'une part, de s'auto-tester, en fait, de se dire, OK, en fait, est-ce que j'ai vraiment retenu ce que je viens de lire? Mais aussi, puisque la personne qui a créé le questionnaire derrière, c'est probablement un formateur ou une formatrice, ça va permettre au formateur ou à la formatrice, à la fin de la formation, de mieux mesurer la compréhension finale des apprenants. Et donc, il y a un double avantage, je pense, à intégrer des questions à la fin ou au cours d'une formation. Voilà, mais sinon, je trouve que c'est assez clair, j'espère en tout cas. Je te remercie, Victor. Donc, c'était le premier exemple. Donc, on avait pris le cas d'une infographie et c'est vrai qu'on l'avait fait, on l'a réalisé de manière très, très interactive. Il fallait cliquer un petit peu partout et on a essayé également d'ajouter plusieurs types d'interactions. Donc, on avait vu l'interactivité révélée. Au clic, on a plus d'informations qui apparaissent et également l'information, donc plus de détails qui apparaissent simplement en passant la souris sur un mot. Et si on veut prendre, on va dire quelque chose d'un peu plus basique, une présentation corporate. Donc, par exemple, ici, ce serait le cas d'une présentation qui serait un contenu qui serait présenté à de nouveaux arrivants dans une entreprise. Donc, nous, on a inventé les choses. Hein, donc, on a dit bienvenue chez Wooli, donc qui serait la contraction de WooClap et de Genially. Donc, c'est simplement à titre d'exemple. Hein. Alors, si on clique sur commencer, on voit que tout d'abord, on apparaît le menu. Donc, ici, on n'est pas obligé de suivre un ordre précis. Si on veut passer, par exemple, la partie présentation et aller directement sur la partie notre histoire, simplement, en cliquant dessus, on arrive dessus. Et là, vous auriez, par exemple, la présentation des fondateurs de l'entreprise avec la possibilité de renvoyer sur le LinkedIn de la personne, de mettre plus d'infos, etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de commencer avec le début, donc la présentation générale. Donc, vous voyez ce qu'on a fait ici dans cette présentation, c'est qu'on a intégré directement une vidéo dans la présentation de Genially. Justement, cette vidéo parle de ce que Victoire vient de parler également, concernant comment insérer une question WooClap dans un Genially. Donc, par exemple, si je lance la vidéo, celle-ci va se lire directement dans le Genially. Elle ne va pas s'ouvrir dans un autre onglet, il n'y a pas besoin de changer de page ou quoi que ce soit.
elle est directement intégrée dans le Geniali. Donc là, j'ai coupé le son pour évidemment pas que ce soit insupportable à ce niveau-là, mais sinon, vous avez les mêmes options que si la vidéo était ouverte dans YouTube directement. Et si on passe à la page suivante, donc on va voir les fondatrices que dans notre cas, dans notre exemple, c'était Victoire et moi-même. Et ensuite, nous avons l'intégration de Booklab. Donc ici, la même chose. Donc c'est une intégration via iframe. J'ai vu une petite question passer, je me permets d'y répondre également directement. Et donc en mettant simplement le code du Booklab qui a été créé, de la question Booklab qui a été créée, cette question vient se mettre directement dans le Geniali. Avec le petit QR code qu'il est possible également de copier et coller. Comme ça, on a les deux choses qui apparaissent en même temps, la question et le QR code. Victoire, n'hésite pas à m'interrompre si tu veux ajouter des éléments du côté de Booklab. C'est très bien, c'est parfait. Et c'est le même fonctionnement. Avec le code, les personnes se connectent, répondent à la question et vous pouvez suivre en direct le pourcentage de bonnes réponses et de personnes qui ont voté. Et vous avez ici, dans cette présentation également, vous pouvez ajouter, par exemple, comme là, l'animation du petit bruit. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de présenter. On a choisi deux modèles de simples, d'infographie et de présentation. C'est vrai que ce sont des modèles qui sont le plus utilisés de notre côté, notamment les présentations d'onboarding, un petit peu, qui peuvent parfois être un peu longues ou rébarbatives. Et c'est vrai qu'avec à ce niveau-là, ça permet vraiment de captiver un peu l'attention des nouveaux arrivants, de poser des questions et d'interagir avec eux, notamment avec l'intégration des questions Booklab et d'éclaircir tous les doutes qui peuvent venir dès le premier jour. C'est vrai qu'au début, souvent, les personnes sont un peu timides et n'osent pas lever la main, poser des questions. Et là, c'est vrai que ça permet un petit peu de briser la glace. Donc, c'était tout au niveau de la présentation. Vous aurez également ces exemples à votre portée. Hein. Donc, vous pourrez également, si je puis dire ainsi, jouer avec et voir un petit peu comment fonctionne plus en détail l'intégration de Geniali et de Booklab. Victoire, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour me compléter avant de passer aux réponses aux questions en direct. Non, je pense que c'était très clair, effectivement. On vous a fourni déjà pas mal de choses, de liens dans le chat, donc n'hésitez pas à vous en saisir et à nous contacter ensuite, soit Océane, soit moi. On va vous donner nos coordonnées à la fin, donc on sera ravis de répondre à vos questions. Et justement, ça tombe bien puisqu'on a encore quelques minutes devant nous, donc on va pouvoir répondre aux questions qui ont été posées. Donc, c'est des questions qui sont plutôt adressées à Jérôme et Adeline. Si vous en avez d'autres, allez-y, posez-les maintenant. Et même si c'est sur Geniali ou Booklab, évidemment, on sera aussi ravis d'y répondre. Donc, la première question peut-être de Karine, c'était que pensez-vous des tutos vidéo? Donc, Jérôme ou Adeline, l'un ou l'autre. Alors, je me permets, du coup. Moi, j'apprécie beaucoup les tutos vidéo. Bien entendu, ça va dépendre, on va dire, du contenu à digitaliser. Mais voilà, par exemple, pour présenter un logiciel, des bonnes pratiques par rapport à un outil, etc. Le fait de pouvoir fonctionner un petit peu en mode miroir, donc permettre à l'apprenant de reproduire la manipulation en même temps que la vidéo qu'il va lire, je trouve ça effectivement en matière de pédagogie, on parlait de pédagogie active, on est en plein dedans, donc c'est permettre à l'apprenant de reproduire assez rapidement ce qu'il a vu à travers votre tuto. Moi, je trouve que tout ce qui est à notre disposition, c'est super. Par exemple, c'est très, très bien avoir une formation pour donner les premiers éléments en pré-communication. Ça permet aussi, durant la formation, de dire, écoutez, ce geste technique, ces éléments-là, on vous les montre, vous pourrez les reproduire après. Et puis, c'est super après pour aller plus loin, permettre de continuer. Moi, j'ai dû réparer récemment un ordinateur. Je suis allé sur YouTube, j'ai regardé un tuto dans une langue que je ne comprenais pas. Mais j'ai démonté mon ordinateur, je l'ai remonté et toutes les pièces étaient là. Hein, donc, super. Donc, oui, très bien. Très bien. Parfait, merci pour ces réponses. J'ai une autre question de Xavier, cette fois. Le fait de contextualiser, voire simplifier, empêche par moments de saisir des principes essentiels, entre parenthèses théoriques. N'avez-vous donc pas peur de dégrader le message au détriment d'une compréhension facilitée ? Alors, je peux peut-être répondre par rapport à ça, parce que c'est une grande question que me posent des formateurs, qui ont souvent plein de contenu et plein de choses à dire. Quand on regarde l'attention, c'est vraiment fondamental. Plus on est expérimenté, plus on va inhiber, plus on va virer ce qui ne sert à rien. Autrement dit, quelqu'un de très expérimenté sur un sujet, si je lui montre plein d'informations, il va se focaliser sur ce qui est nouveau et différent.
Si par contre, je montre ça à quelqu'un qui débute, il ne sait pas quoi regarder. Donc, il vaut mieux pour quelqu'un qui débute simplifier le message pour qu'il accroche. Par contre, après, sur des personnes plus expérimentées, on peut donner des choses plus complexes. Hein, mais c'est vraiment le point très important. Hein, c'est ça. Adeline, tu souhaitais… Rien à rajouter, parfait. Réponse parfaite. J'ai tué le game, comme on dit. Non, mais ok. Parfait. Xavier, merci pour cette question aussi. Merci à Karine également. Merci à tous pour vos questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui apparaissent ou qui vous viennent à l'esprit? On peut vous laisser… Donc, on a différents commentaires. Je ne sais pas si vous arrivez à les lire à chaque fois, si vous voulez les commenter aussi pour y répondre. Alors, est-ce que je peux juste faire un commentaire? Dans la conception pédagogique, on doit aussi tenir compte au démarrage dans les parcours du degré de connaissance de nos apprenants sur les outils. Par exemple, quand j'utilise WooClap, par exemple, sur une séquence d'1 heure, 1 heure et demie pour un grand groupe, je vais démarrer par une première fonctionnalité très simple. Parce que pour nous qui l'utilisons, enfin, quel que soit l'outil, pour nous, au début, c'est facile. On leur donne un truc simple, puis ensuite un peu plus, puis à la fin, quand on leur dit faites un tableau, ils y vont. Enfin voilà, ils sont montés en compétence sur l'outil. Sur l'activité ou sur ce qu'on veut. Et ça, c'est important. Tout à fait. J'ai une nouvelle question donc de Karen. Pour vous, quelle est la meilleure méthode pour garder l'attention de la génération Z? Encore la génération Z, elle pose des Z. Pour moi, ça va être de mixer les approches. Ça, c'est la première chose, d'avoir des durées de formation relativement courtes. Et puis après, l'autre demande, je pense, des générations Z, c'est d'être impliqué, en fait, dans les projets. C'est-à-dire que si, par exemple, si vous créez du contenu en interne, moi, je trouve ça très valorisant pour un collaborateur que de participer justement au cadrage de la création, qu'il puisse vous donner en fait ses attentes en tant qu'apprenant pour justement avoir un contenu qui est le plus efficace possible d'un point de vue opérationnel. Alors moi, je pense que pour toute génération confondue, c'est l'utilité de ce qu'on est en train de faire ou de présenter. C'est-à-dire que ce ne soit pas gratuit, qu'ils voient directement l'intérêt, et pour toutes les générations, de l'interactivité, de la participation, du retour d'expérience, du transfert, du partage, enfin, quel que soit l'âge. Hein, l'âge mental, hein, je parle bien d'âge mental, parce que l'âge physique, ça n'a rien à voir. Et je me permets, il y a aussi un autre point aussi qui est peut-être plus demandé que pour les générations précédentes, c'est le mode d'application dans tout ce qui est outils de manière générale, que ce soit effectivement aller sur ma plateforme LMS pour me former ou aller sur un outil comme WooClap. Le fait d'avoir une application, ça facilite grandement parce que c'est des usages que ces nouvelles générations ont l'habitude d'utiliser. Voilà. Super, bien, merci beaucoup pour ces informations complémentaires et ces réponses. Je vois que pour l'instant, on a fait le tour des questions et on va presque terminer à l'heure. Je pense que c'est même réalisable, donc on va suivre ce bon rythme. Donc pour conclure un petit peu ce webinaire, donc on a vu que au final, le mot-clé, c'est la variété et la variation, si je puis dire. On a vu également qu'il y a eu donc une évolution du rôle du formateur, mais également de l'apprenant. Le formateur, on va dire, accompagne beaucoup plus, dirige peut-être un peu moins dans le sens de moi je transmets les connaissances, vous écoutez, vous prenez des notes. C'est maintenant quelque chose un processus qui est beaucoup plus conjoint, on va dire, entre le formateur et l'apprenant. L'apprenant est également beaucoup plus demandeur, on va dire, de l'information, a plus envie d'apprendre, et on a vu qu'il avait besoin également de mettre en pratique directement ce qu'il a appris. Donc c'est vrai que ce sont des modèles qui ont évolué, qui vont certainement continuer d'évoluer dans le futur parce qu'il faut toujours s'adapter aux nouvelles situations. Au niveau des outils, donc on a vu il y a un bon nombre d'outils également qui ont été développés et qui accompagnent un petit peu ces transformations, si je puis dire. On dirait bien que la bonne combinaison également, c'est un peu d'utiliser un mix de tous ces outils, donc qui permet en plus, comme par exemple évidemment Genially et WooClap, de s'intégrer, de pouvoir produire des contenus vraiment interactifs et qui plaisent aussi bien aux formateurs qu'aux apprenants, donc pour avoir des formations qui sont réellement efficaces.
Victor, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant de remercier tout le monde d'être venu avec nous aujourd'hui et de partager leurs connaissances et leurs savoirs. Non, c'est une parfaite conclusion. Je n'ai rien à ajouter. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Peut-être que Jérôme et Adeline ont... Ouais. Je pourrais juste rajouter un mot. Finalement, quand les formateurs ou les formatrices deviennent actifs, participatifs et interactifs, c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour eux, c'est mieux pour les apprenants. Et en plus, à partir du moment où on est dans l'interactivité, en tant que formateur, on apprend des trucs. On apprend beaucoup des apprenants. Hein, et moi, j'ai beaucoup appris grâce à tous mes apprenants en ligne, en salle, à distance, ce qui nous permet d'évoluer. Hein, et ça, c'est super d'avoir des formateurs actifs. Moi, je terminerai là-dessus. Effectivement, pour moi, la vraie valeur ajoutée dans vos projets et ce qui vous permettra d'avancer, c'est vraiment l'apprenant en lui-même, ses attentes, ses besoins, ces retours d'expérience qui vont vous faire avancer. Et voilà, pour moi, c'est vraiment super important, surtout sur des lancements, de solliciter un maximum vos apprenants, puisque souvent, c'est eux qui ont la clé de la réussite par rapport à ces projets. Super, eh bien, merci beaucoup à vous deux. C'est vrai qu'on finit sur de très bonnes paroles. J'ai presque rien envie d'ajouter, à part de remercier toutes les personnes qui nous ont suivis. Et merci également à Jérôme et Adeline pour votre participation, pour votre temps et puis d'avoir partagé votre savoir et puis tout ce que vous vivez au quotidien. Ouais. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons envoyer à tout le monde, donc toutes les personnes qui étaient inscrites, le replay du webinaire avec également les contenus qui ont été montrés, donc des présentations et l'intégration de Genially WooClap. Et bien entendu, n'hésitez pas à contacter Victoire. Donc, son adresse email a été mise par Charlotte dans le chat et il en va de même pour la mienne. Donc, je tenais également aussi à remercier Victoire et Charlotte qui est sur la partie du chat pour leur organisation et leur aide dans la présentation de ce webinaire aujourd'hui. Et merci à vous tous d'être venus. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.